va continuer de décrypter ce qui est en jeu avec notre invité de ce vendredi matin. Bonjour Nicole Niezotto, merci beaucoup d'être sur notre chaîne. Merci aussi pour votre patience, pardon de vous avoir fait attendre. Vous êtes professeur émérite au CNAM, vice-président de l'Institut Jacques Delors, ancienne présidente, ancienne chef adjointe du Centre d'analyse et de prévision du ministère français des Affaires étrangères. On va montrer votre dernier livre, Fracture dans l'Occident, comment en est-on arrivé là, comment en sortir. Nicole Niezotto, cela fait une semaine que Israël et les États-Unis ont lancé leur guerre contre l'Iran. Le Liban est aussi en train de subir les coups de boutoir d'Israël, on l'a vu aussi. Quel bilan tirez-vous de ces événements? Quelle est, pour commencer, votre analyse? Si on se place d'un point de vue européen, cette guerre est une très mauvaise nouvelle. D'abord, elle divise les Européens. Vous avez vu quand il y a d'un côté l'Espagne qui est claire dans sa condamnation d'une guerre illégale, contraire au droit international, et qui refuse d'ailleurs l'utilisation des bases américaines sur son sol par les Américains, et de l'autre l'Allemagne, beaucoup plus conciliante, qui dit qu'il faut être solidaire avec ses alliés. Deuxièmement, non seulement elle divise les Européens, mais elle les détourne quand même de leur fonction essentielle aujourd'hui, qui est d'essayer de régler la guerre en Ukraine. On a déjà une guerre sur le dos. On n'avait pas besoin d'un embrasement supplémentaire au sud de l'Europe. Et troisièmement, surtout, elle les inquiète. Votre éditorialiste tout à l'heure a parlé d'une désescalade avec l'Iran. Les Européens craignent plutôt l'escalade et craignent aussi, pour certains d'entre eux en tout cas, d'être indirectement obligés ou peut-être contraints de participer à une guerre qui n'est pas la leur. Donc, pour les Européens, et je ne parle même pas des conséquences économiques sur l'éventuelle hausse des prix de l'énergie et notamment du pétrole, pour les Européens, cette guerre est une guerre de trop. Elle leur rappelle la folie idéologique des Américains de 2003 sous Bush Junior, avec l'idée d'un regime change en Irak et d'une intervention militaire pour établir la démocratie et le domino démocratique dans tout le Moyen-Orient, ce qui est une folie pure. Et d'ailleurs, les événements en Irak l'ont montré. Et donc, voilà, les Européens sont divisés, inquiets, détournés de leur fonction première. J'ajoute un point encore. Pour les Européens, le fondement de la sécurité internationale, c'est le respect du droit international, c'est le respect donc de la Charte des Nations Unies qui explicite très très clairement l'usage légitime de la force et l'usage illégitime de la force. Des questions que En cette vous... occurrence... Des questions que vous abordez très, très Pardon. largement dans votre livre, Nicole Niezotto, pardonnez-moi. Quand on voit les forces, on vous a écouté avec attention, quand on voit les forces engagées, et que ce soit celles qui sont sur le front ou celles qui sont en arrière-plan, est-ce que l'Occident est en train de faire la guerre à l'Iran pour le compte d'Israël, comme l'affirment certaines voix qu'on a pu entendre aux États-Unis? D'abord, l'Occident n'est pas en train de faire la guerre aux côtés d'Israël. Ce sont les Américains qui font la guerre. Et les Américains ne représentent que la partie américaine de l'Occident. Pour l'instant, les Européens sont dans une situation très confuse, je vous l'accorde, mais sont dans une situation où la critique l'emporte quand même plutôt sur l'acquiescement. Donc oui, c'est une affaire israélo-américaine. Et d'ailleurs, les Européens sont surpris de l'évolution de Donald Trump, qui, pendant sa campagne électorale, avait mené campagne justement contre toutes les interventions militaires extérieures des États-Unis pour le retour d'un isolationnisme et d'une priorité donnée aux problèmes internes de l'Amérique. Et donc les Européens sont très surpris de voir que finalement, Donald Trump fait en tant que président exactement le contraire de ce qu'il avait prévu en tant que candidat, ce qui va l'affaiblir terriblement du point de vue de la politique intérieure. Donc ce n'est pas une guerre de l'Europe. Les Européens ont un problème de sécurité majeur en Europe qui est l'attaque russe sur l'Ukraine et ça leur suffit amplement. La guerre avec l'Iran est une affaire du Moyen-Orient, mais je rappelle quand même
pour revenir aux sources du conflit, que les Européens, depuis 10 ans, avaient travaillé avec les Américains pour amener l'Iran à accepter un deal qui était on vous réintègre dans le commerce international et en échange, vous acceptez de limiter ou d'arrêter votre prolifération nucléaire à des fins militaires. Nous avions signé un traité avec l'Iran en 2015, y compris les Américains. C'était la première fois qu'un traité était signé par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Iran et l'Allemagne. Et ce traité aurait pu mettait fin à la prolifération iranienne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Donald que Trump l'a Donald Trump, déchiré. arrivant au pouvoir en 2016, il a dénoncé le traité. Donc la situation d'aujourd'hui n'est pas la faute de l'Iran. La situation d'aujourd'hui est due à une erreur politique du premier président Trump en 2016 Dans qui a cette dénoncé le traité. affaire, Donc évidemment, s'il n'y a plus de traité, les Iraniens ont recommencé à enrichir l'uranium. les Iraniens, parlons-en, Nicole Niezotto, est-ce qu'ils ne sont pas tout seuls? Parce que jusqu'ici, dans cette affaire, les deux soi-disant alliés de l'Iran, la Chine et la Russie, n'ont pas levé le petit doigt, à part quelques commentaires, quelques condamnations d'ordre verbal. Oui, mais que voulez-vous qu'il fasse? Voulez-vous qu'il initie un conflit mondial? Non, pas du tout. D'abord, les Russes sont très contents d'une certaine façon de cette guerre. Ce sont plutôt les gagnants de l'affaire. Pourquoi? Parce que ça détourne les Américains de l'Ukraine, encore une fois, et que les Européens ne savent plus sur quel pied danser quand ils n'ont pas les Américains à côté d'eux. Et deuxièmement, parce qu'il y a une forte chance que les prix du pétrole augmentent. La Russie est toujours un très grand exportateur de pétrole. Alors même si elle est soumise à l'embargo occidental, elle n'est pas soumise à l'embargo de la part d'autres pays comme la Chine, l'Inde, etc. Donc pour la Russie, c'est une aubaine. Les Américains regardent ailleurs et le prix du pétrole qui alimente l'économie russe va augmenter. Donc, il n'y a aucune raison. Alors, évidemment, les Russes perdent un allié iranien, mais il n'y a aucune raison pour que les Russes se désolent. En revanche, la Chine, c'est autre chose. Oui, les Chinois perdent un accès, enfin, ça dépendra des niveaux de destruction des capacités exportatrices de l'Iran, mais les Chinois avaient signé un accord monumental d'exportation de Mhm, gaz, notamment iranien, en Chine. Donc, ils ont un problème éventuel d'approvisionnement. Mais la Chine est un pays prudent qui pense à très long terme et qui peut quand même tirer de cette histoire un avantage, qui est de se dire, bon, bah, écoutez, si les Américains se détournent ou écrasent le droit international et les Israéliens, si les deux écrasent le droit mhm. international pour satisfaire leur soi-disant intérêt de sécurité, ben moi je peux faire la même chose à Taïwan. Avec Taïwan, par exemple. Et puisque vous avez parlé des Indiens, un élément peut-être à souligner, c'est que les États-Unis ont autorisé l'Inde à de nouveau importer du pétrole russe, malgré l'embargo. Dernière question, Nicole Niezotto. On ne lit pas dans le mar de café, évidemment, mais comment pensez-vous que tout cela peut-il se terminer? Quelle issue possible? Quel scénario? Malheureusement, en quelques minutes, on n'a pas beaucoup de temps. Ça se terminera, ça commence mal et je ne vois pas comment ça peut se terminer bien. Tout dépend de ce qu'on appelle bien. Aujourd'hui, ce sont le peuple iranien et le peuple libanais qui n'ont rien demandé dans cette histoire, qui sont les premières victimes. On ne sait pas exactement le nombre de morts civils, mais il y en a sans doute beaucoup. Et donc la seule possibilité, c'est d'arrêter cette guerre et de laisser les Iraniens choisir seuls un nouveau gouvernement. Après tout, ce nouveau gouvernement ne nous plaira certainement pas, mais l'Iran est un pays souverain depuis des millénaires. Et quand le président Trump dit qu'il veut avoir son mot à dire sur le nouveau chef de l'Iran, on croit rêver. C'est quand même le retour d'un colonialisme que même les Européens ont enterré à la fin du 19e siècle. Il a dit aussi que la plupart des gens sur lesquels les États-Unis comptaient pour diriger l'Iran étaient morts. Merci beaucoup, Nicole Exact. Niezotto, professeur émérite au CNAM, Merci à vous. vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. On remontre votre livre Fracture dans l'Occident. Comment en est-on arrivé là? Comment en sortir? Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin.